Donc, nous passons à Doctolib. Jesse, qui est co-founder, et enfin, Doctolib, vous connaissez, j'imagine. Si vous ne connaissez pas bien, vous allez le redécouvrir. Jesse, co-founder et CTO de Doctolib, nous a fait l'amitié et le plaisir d'être présent parmi nous. Et Florian, qui est senior product manager également. Voilà, à vous la parole. Merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. On est très fiers d'être là avec vous. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant qu'on a lancé Doctolib avec Yvan et Stanislas. Pour la petite histoire, moi je connais Yvan depuis un peu plus de 10 ans, donc on fait la même chose. On est tous les deux CTO chez Doctolib, on a le même poste et on partage les mêmes responsabilités. Et on ne connaissait pas Stanislas. Et un jour, j'ai reçu sur ma boîte LinkedIn un message de Stan qui disait «Est-ce que tu veux révolutionner le monde de la santé avec moi?» Alors, message comme ça, on se dit quand même qu'on va aller boire un café. On allait boire un café, un deuxième café, et au troisième, on s'est donné un pari avec des objectifs très clairs et pour chacun. De notre côté, avec Yvan, on devait mettre en place en moins de 3 mois. Donc, on s'est rencontrés un peu en septembre-octobre. On s'est dit au 31 décembre, on a une plateforme qui permet de prendre rendez-vous sur Internet en ligne pour son médecin. Et côté médecin, donc avoir un service qui permettait de configurer un agenda qui permettait de configurer ses plages d'ouverture et pouvoir poser des rendez-vous et lire les rendez-vous qui viennent d'Internet. Ça, c'était notre côté sur la partie produit et tech. Et côté Stan, côté business, lui devait trouver 30 clients qui étaient prêts à payer jour 1, enfin au 1er janvier, sur notre produit. Oh, bah, ça part tout seul. Hop, voilà. Sur notre produit. Ça, c'est son premier objectif, trouver 30 clients sans produit, sans rien, juste avec des slides et aucun autre moyen. Et faire une levée de fonds pour pouvoir recruter une dizaine de personnes pour pouvoir lancer notre projet sur l'année de la première année. Donc au 31 décembre, on s'est revus. Enfin, bien sûr, on a travaillé ensemble tous les jours. Hein. Mais on a fait le bilan au 31 décembre. 31 décembre, on avait un peu plus de 30 clients, une centaine de rendez-vous qui étaient pris en ligne sur Internet et une première levée de fonds qui nous a permis tout de suite de recruter une première équipe commerciale, des développeurs pour enchaîner. Donc c'était un peu plus de 3 ans. Aujourd'hui, donc 3 ans plus tard, on a 20 000 clients, un peu plus de 20 000 clients, 9 millions de personnes qui passent sur le site, qui visitent le site tous les mois. Et ça, ce sont bien sûr les KPI qu'on suit, les plus macros qu'on puisse suivre. Je voudrais en rajouter un troisième aujourd'hui avec vous, parce que pour nous, ce qui est important, c'est l'usage. Est-ce que les gens utilisent Doctolib et comment cette proportion-là évolue? Donc je voudrais savoir, parmi vous tous, si vous pouvez lever la main, tous ceux qui ont déjà pris au moins une fois un rendez-vous en ligne pour son médecin. Ok, je vois, peut-être 80%. Bon, j'ai plus rien à faire, alors c'est fini. Bah, on va quand même faire un petit 90. On se revoit l'année prochaine avec un objectif pour Florian de passer à 90-95 sur ces chiffres. Alors, quand on arrive chez Doctolib, on a une Docto Academy qui est présentée par Stan le lundi matin à 8h30 et on nous présente cette slide qui est la slide 1 du Day 1 qui est immuable depuis le début. C'est celle que Stan a imaginée et c'est sur laquelle ensuite ils sont basés pour construire le produit. Donc je vais vous détailler un à un en fait les valeurs, les propositions de valeur qu'on fait aux médecins et aux patients et comment elles impactent le produit et comment elles révolutionnent la santé. Alors la première, c'est très simple. Évidemment, face à la multitude des médias sur Internet, c'était compliqué aussi à l'époque, parce que maintenant ça nous paraît vraiment normal. C'était compliqué de trouver une donnée fiable sur les médecins. Donc déjà, c'était la première proposition de valeur pour les patients, c'était d'avoir un site Internet, une plateforme, avec toutes les informations nécessaires pour aller consulter un médecin, les motifs de consultation, les prix, l'adresse, etc. Donc ça, c'était la première proposition de valeur pour les patients. La deuxième, celle qui paraît juste incroyable, mais il faut savoir que ça fait 20 ans qu'on peut réserver un avion en ligne, un train. Par contre, ça fait que 3-4 ans qu'on peut vraiment réserver, booker un médecin en ligne. Donc ça, c'était la deuxième proposition de valeur. Pouvoir prendre un rendez-vous en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui est en fait une vraie révolution, même si maintenant pour nous et en plus pour nos products, ça paraît juste le b.a.-ba d'Internet.
La troisième, et ça va de pair avec la réservation en ligne de rendez-vous, c'est évidemment de pouvoir suivre son historique de consultation. Et derrière ça, c'est quoi? C'est annuler un rendez-vous, le modifier, pouvoir voir exactement quelles sont les consultations à venir, les consultations passées. Et la résultante de ça, c'est la première proposition de valeur pour le praticien, c'est évidemment apporter un nouveau service pour les patients. Parce que évidemment, nous, on connaît à Paris ces médecins qui sont overbookés, qui placent le patient, enfin, la relation patient au deuxième degré, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins en France. C'est important pour eux d'avoir un vrai service pour le patient. Et du coup, ça, c'est donc une des clés de valeur qu'on a apportées. Ensuite, il y a 4 ans, 100% des rendez-vous étaient pris par téléphone. Juste comme petit KPI à savoir, quand on a un télésecrétariat, donc quand le secrétariat est délocalisé dans un centre d'appel, il faut savoir qu'un appel, c'est 1 euro. Donc évidemment, grâce à Doctolib, lorsqu'on déporte une partie des rendez-vous pris par téléphone sur Internet, on diminue les coûts liés à la prise de rendez-vous. En moyenne, c'est 50%. Ensuite, autre chose incroyable que j'ai appris en venant chez Doctolib, il faut savoir qu'en moyenne, en France, il y a un rendez-vous par jour qui n'est pas honoré. Un rendez-vous par jour, c'est à peu près 5% des rendez-vous qui n'est pas honoré. Derrière ça, chez Doctolib, on a mis en place des outils type SMS de rappel qui permet de diminuer par 3 le taux de rendez-vous non honorés. Donc, il faut bien savoir, pendant ce temps-là, le médecin, il ne travaille pas. Donc, c'est une profession libérale. Donc, chaque rendez-vous perdu, c'est vraiment un temps perdu où il ne pourra pas retrouver, quoi. Enfin, chaque année, c'est des milliers de nouveaux médecins qui viennent sur le marché. Et c'est aussi d'autres médecins que parisiens qui, eux, sont overbookés. C'est aussi beaucoup de docteurs qui recherchent de la patientèle. Évidemment, 9 millions d'utilisateurs par mois, c'est autant de patients qui peuvent facilement vous trouver. Il faut savoir que moi, chez Doctolib, on a une obligation, quasiment, c'est de faire 30% de notre temps sur le terrain. Donc 30% de notre temps avec les PM de chez Doctolib. On est chez les médecins, aux hôpitaux de Paris, et on essaie de bien comprendre comment ça fonctionne. Par rapport à ça, moi j'ai un fun fact qui est assez étonnant. J'avais rencontré un pompier qui était médecin du sport. Il me dit, c'est incroyable, il y a une semaine, j'étais à la caserne, je crois que c'était la caserne de Port-Royal, et puis j'étais médecin, et ça m'a gonflé, et j'ai décidé de changer, et j'ai trouvé ce petit local, et il m'a dit, vous n'allez pas le croire, mais je suis plein. Et en fait, le type s'était installé, il était déjà plein grâce à Doctolib. Et ça change et ça révolutionne en fait considérablement la façon de faire la médecine. Il y a 20 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense qu'il y a des gens qui ont forcément de la famille médecin, moi ma mère est médecin d'ailleurs, il y a 20 ans on achetait une patientèle, parce que ça avait du sens. Maintenant ça n'a plus de sens d'acheter une patientèle. Alors ma mère est un peu dégoûtée, mais la vérité c'est que quand on est un nouveau médecin, ça a vraiment du sens de ne pas payer 100 000 € une patientèle. Alors ça, c'est ce qu'on a appris vraiment au début sur Doctolib. Nous, il faut savoir qu'on n'a pas de parents médecins dans les équipes fondateurs. Et quand on a commencé sur la première année, on n'y connaissait rien du tout. On a vraiment débarqué en 3 ans, on a rencontré des milliers de professionnels. Comme le disait Florian, on met tout le monde sur le terrain. On a aussi beaucoup de commerciaux. On a une centaine de commerciaux qui va faire du porte-à-porte, voir chacun des médecins, les former, les convaincre, les installer et suivre la relation après. Et donc, c'est autant de retours qui sont hyper pertinents pour nous. Et on continue donc à creuser avec eux toute cette partie-là. Et donc, du coup, en 3 ans, on a commencé à avoir vraiment une connaissance sur ce monde de la santé qui va bien au-delà de notre périmètre. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à regarder qu'est-ce qu'on peut faire sur l'agenda comme nouvelle fonctionnalité pour gagner un petit peu à droite ou à gauche. On essaie d'avoir une approche beaucoup plus globale et de comprendre l'ensemble de leurs problématiques, de la problématique du monde de la santé pour savoir demain où est-ce qu'on va aller, sur quel axe on va vouloir avancer. Et donc du coup, on réfléchit en permanence et donc on a ces 4 axes d'innovation sur la digitalisation. On va rentrer dans le détail de chacun de ces axes. On parle beaucoup de e-santé, mais en général, quand on parle de la e-santé ou de cette digitalisation, on est toujours axé autour du patient. Comment on va changer la relation avec ce patient. Nous, on essaye un petit peu de l'élargir et donc d'avoir
4 axes. L'organisation dans les cabinets, comment on va passer enfin, juste les citer, organisation dans les cabinets, la relation entre le patient et le praticien, la relation entre les praticiens eux-mêmes, et enfin cette partie vraiment la gestion autour du patient, sa santé du patient et comment lui peut être autonome sur cette partie-là. Donc le premier axe, organisation des cabinets et des établissements. Il faut savoir qu'on a un tiers du temps de consultation, du temps du médecin, pardon, qui est consacré en dehors de la consultation. Donc tout ce temps-là est un temps justement où il ne va pas être profitable, on va dire. Ça s'explique par pas mal d'éléments, comme les outils qui sont très peu efficaces aujourd'hui pour les médecins. Nous, encore aujourd'hui, quand on fait des installations, qu'on convainc des médecins, on a encore un grand nombre de médecins dont l'agenda est un agenda papier. Et une secrétaire qui a 3-4 agendas séparés pour chacun des médecins. Et donc cette partie de digitalisation-là paraît complètement cohérente, mais il y a encore plein d'endroits où c'est encore très manuel. La partie courrier, par exemple, aussi, un médecin généraliste reçoit 2000 comptes rendus en moyenne par an, et ça représente une centaine d'heures de travail, de gestion sur ces comptes rendus-là, sur lesquels il n'a aucun axe de digitalisation, de dématérialisation. Donc les deux enjeux autour de ça seraient comment on va gérer la consultation et le temps hors consultation. Alors, par rapport à ces axes donc, qui sont un peu nos objectifs qu'on a établis avec la direction, on étudie, évidemment, ça fait partie du temps qui est dédié donc, au product manager, on étudie le benchmark. Comme tout le monde. Il faut savoir qu'on a du retard par rapport à des pays asiatiques comme l'Inde, la Chine, Singapour ou les États-Unis qui ont déjà des gros acteurs qui sont valorisés des milliards de dollars. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Doctolib et c'est cool d'avoir des bons exemples. Donc il y a une partie de notre temps qui est dédiée à ça. En plus, Stan, qui est un PDG assez incroyable, a toutes les relations possibles et imaginables dans son téléphone et n'hésite pas à appeler les PDG en Inde, aux États-Unis pour prendre des informations. Donc on a plein d'infos. Le deuxième axe, comme Jessie le disait, c'est évidemment les 30% de notre temps qu'on passe sur le terrain qui nous permettent d'appréhender toute l'organisation des cabinets et de répondre aux attentes de la manière la plus fiable. Ça représente à peu près 300 fonctionnalités uniques sur l'agenda, l'organisation du cabinet. Ça va être les motifs de consultation, ça va être les délais minimums avant de pouvoir réserver un motif en ligne. C'est plein de choses. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est un agenda nouvelle génération qui est au centre du travail du médecin. Il l'a toujours ouvert et c'est d'ailleurs ce qu'on recommande, c'est de l'utilisation totale de l'agenda. Pas 2 agendas, un seul agenda, et c'est celui de Doctolib. Enfin, les conseils sur l'organisation. Donc, tous les commerciaux sont des consultants. Derrière, ils conseillent aussi les médecins, les secrétaires sur l'organisation pour optimiser le temps. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, puis avec tous les outils de no-show qu'on est en train de faire. Derrière ça, demain, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment une liste ultra longue établie par Jessie, Yvan, Stan. C'est un backlog ultra rempli. En gros, c'est quelque chose de très stratégique, donc on ne communique pas forcément dessus. Après, on peut en parler one-to-one plus tard si vous le souhaitez. Qu'est-ce qu'on avait comme idée sur ça qu'on voulait parler ? Sur l'optimisation du cabinet, de l'organisation du cabinet ? Je l'ai plus non plus. On la retrouvera d'ici la fin. Voilà. Sur l'axe 2, ça revient. Sur l'axe 2, c'est l'axe entre la relation entre le patient et le praticien. Donc du coup, aujourd'hui, on a un constat qui est clair aussi. On est encore sur une communication qui est très traditionnelle. C'est soit par téléphone, soit par courrier et rien d'autre. Si on a une ordonnance, l'ordonnance elle est imprimée et on va en pharmacie. Si on a besoin de voir un spécialiste, on fait une lettre d'adressage, c'est aussi du papier. Donc on a encore très peu aussi digitalisé et dématérialisé cette partie de la profession. Et ça creuse un vrai fossé aujourd'hui qui est de plus en plus flagrant entre le mode de communication qu'on peut avoir au quotidien avec plein d'institutions et comment le patient va communiquer avec le monde professionnel qui pour le coup n'a pas évolué dans les 20 dernières années, quoi. Donc l'enjeu, c'est comment réussir, même parce qu'il y a eu des tentatives à chaque fois, comment on arrive à digitaliser
cette communication et cette interaction avec le praticien, sans pour autant enlever cette communication. Voilà, elle restera là, elle est importante et primordiale, mais comment on peut l'améliorer par le digital. Voilà, donc ce qu'on observe en ce moment, donc toutes les innovations qu'on peut observer dans le monde, bon, c'est évidemment de plus en plus de sites internet, de plus en plus de sites internet spécialisés, qui sont des médias de plus en plus de confiance, de la préconsultation, de la télémédecine. Alors la télémédecine, ça explose. Il faut savoir qu'aux États-Unis, bon, ils ont 5 ans d'avance. En Allemagne, ça vient d'être légalisé. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable. Je ne dis pas que Doctolib, ça va être ça, hein, mais je dis que voilà, c'est des axes sur lesquels on pourrait se pencher. Le dossier patient partagé, c'est juste dingue quand on y pense, quoi. C'est-à-dire, on prend un rendez-vous, on va chez un médecin, il aura exactement tout l'historique de ce qu'on a fait avant. Mais moi, ça me paraît juste inouï qu'actuellement, même ça n'existe pas avec tout ce qu'on a. Mais en fait, ça n'existe pas. On va voir un dermato, il ne sait pas qui on a vu avant. C'est dingue. La facturation, l'online booking, le messaging, comment on va communiquer avec le patient, sachant qu'il faut faire ultra attention évidemment dans toutes les communications, parce que derrière, il y a les données de santé, donc il y a beaucoup d'enjeux. Derrière ça, aujourd'hui, si tu veux bien faire la prochaine slide. Ah oui, donc pardon, le benchmark, toujours le benchmark, étudier le benchmark. On voit pas beaucoup d'innovations, par exemple Healthtape. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. En gros, c'est un chatbot qui, par rapport à certaines questions, qui va vous aiguiller sur un bon diagnostic et potentiellement un bon médecin. Alors, c'est touchy. En France, je vois mal un chatbot faire un diagnostic. En revanche, pourquoi pas commencer à se dire que tu commences à avoir mal au genou, quelle partie du genou, on va t'orienter vers un bon médecin à côté de chez toi qui va s'occuper de ça. Et puis évidemment, la télémédecine, c'est déjà très connu. Alors, Doctolib aujourd'hui, évidemment, on change cette relation, un patient-praticien, puisqu'il y a la prise de rendez-vous en ligne, avec derrière un site ultra connu. C'est la chance de Doctolib, c'est qu'on a 9 millions de patients, enfin pas de patients, enfin c'est des patients, mais de visiteurs qui viennent par mois sur Doctolib, et des outils de CRM qui améliorent donc la communication, les SMS de rappel, les SMS de consigne. On vous rappelle qu'il faut venir avec sa radio juste avant, enfin plein de choses qui permettent d'avoir une relation parfaite, et en gros d'avoir toutes les règles métiers inclus dans l'agenda. Donc les règles métiers, c'est les règles que la secrétaire a dans la tête et qu'elle pourrait demander à un patient qui prend rendez-vous. Donc, demain, qu'est-ce que c'est ? C'est potentiellement, en effet, un chatbot qui va vous parler sur le site doctolib.fr et qui va vous dire le médecin à côté de chez toi pourrait potentiellement t'aider. Les parcours de soins sont ultra complexes en plus en France, donc ça pourrait largement être efficace. Je me suis rappelé juste de ce qu'on voulait dire avant pour l'organisation des cabinets et des petites idées qu'on a. Par exemple, on a amélioré terriblement évidemment la prise de rendez-vous par téléphone. Il faut savoir qu'on a des clients qui ont arrêté le téléphone et 100% de leurs patients doivent prendre en ligne. Alors vous imaginez bien que la patientèle est assez jeune, hein, généralement c'est des médecins qui travaillent dans des universités, des écoles, etc. Mais on pourrait aussi imaginer que Doctolib améliore l'accueil chez le cabinet, dans le cabinet, avec des bornes. Des bornes pour dire voilà, ça y est, je suis arrivé en salle d'attente, je peux remplir mon formulaire de préconsultation qui est un peu la décharge, qui est obligatoire maintenant dans beaucoup de professions. Je ne suis pas allergique, je ne suis pas enceinte, etc. Et ensuite, être arrivé donc, en salle d'attente. C'est exactement le boulot du secrétaire. Petite précision, notre but, c'est pas de remplacer les secrétaires, hein. Notre but, c'est de donner du temps efficace aux secrétaires. Les secrétaires, elles sont plus importantes à aider le médecin à faire la facturation qu'à prendre des rendez-vous. Et du coup, ça, c'est bon. À toi, Lucie. Ouais, tu disais sur la partie qu'on a des médecins qui arrivent à prendre 100% rendez-vous sur Internet. Ça marche aussi parce que au niveau du produit, on ne s'arrête pas juste à la partie technologique ou la partie Internet, notre service. Concrètement, quand on est chez le médecin, on l'aide à prendre le contrôle. On prend le contrôle de son répondeur et on met sur le message du répondeur prenez rendez-vous sur Doctolib en tapant le nom du médecin. Et donc tous les gens qui appellent le médecin tombent sur le répondeur et sont redirigés vers le canal Internet. Et donc c'est ce genre d'astuces un petit peu finalement produits quand même qui font qu'on arrive à faire venir toute cette patientèle. On a la chance d'avoir un site où nos clients sont ceux qui nous apportent le trafic, qui sont nos ambassadeurs. Un médecin a environ 5 000, 6 000 patients par an. Et donc tous ces patients-là vont être ramenés vers la plateforme
par le médecin qui va lui-même dire passer par la plateforme, c'est plus simple pour moi, je perds moins de temps. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire très peu finalement de marketing grand public, parce qu'on a cet aspect B2B qui le fait avec nous. Sur l'axe 3, c'est la relation entre les praticiens. Donc du coup, aujourd'hui, la médecine évolue très vite, aussi rapidement que le reste du monde de la tech. Et donc du coup, il y a les mêmes besoins pour les professionnels de santé de se former, de partager cette connaissance et de le partager vite et bien. Et donc du coup, on a tout un axe aussi sur ce réseau à construire entre les praticiens. Ça, c'est ce premier axe. Il y a l'autre axe aussi, comme disait un peu Florian, sur le suivi d'un patient et le fait de pouvoir partager des informations sur un cas médical entre les professionnels, entre une équipe soignante. Quand on se casse le genou et qu'on doit aller voir un anesthésiste, enfin un spécialiste médecin du sport, un anesthésiste, un chirurgien du genou, toutes ces équipes-là ne communiquent pas et n'ont pas aujourd'hui de moyens faciles pour échanger. Donc on recommence à chaque fois à redonner les mêmes informations. La gestion d'une grossesse, par exemple, c'est beaucoup de spécialistes à voir. À chaque fois qu'on va faire avoir un nouveau spécialiste, on va recommencer par donner son nom, son prénom, son âge, etc. etc. Autant de temps perdu et inefficace dans ces relations-là parce qu'on n'a pas de synergie. Et donc l'enjeu, c'est de savoir comment on va réussir à faire travailler efficacement en équipe ces équipes-là qui ont très peu d'outils pour le faire à date. Ouais, et moi je trouve que c'est un concept dingue en fait, ça, de faire travailler les gens en équipe, les médecins en équipe. Je reprends juste l'exemple de Jessie très rapidement sur le genou. On doit avoir 3-4 médecins pour se faire réparer un genou. Ces médecins, ils communiquent très peu ensemble ou par des lettres qui sont données par intermédiaire du patient, alors qu'ils ont un seul objectif, il est quand même ultra important, c'est de réparer un genou. Mais ils ne travaillent pas en équipe, alors qu'une équipe de football, pour aller marquer un but, ils vont travailler en équipe, ils vont être coachés, ils vont tous aligner sur le même objectif. Ils ont l'outil de communication plus simple, évidemment, ils parlent. Mais les médecins, entre eux, ils n'ont aucun outil pour le faire. Ma mère m'en racontait que parfois, quand ils ont des cas dermato un peu compliqués, ils s'envoient des WhatsApp. Ouais, c'est quoi ce truc-là, etc. Puis il y a une chaîne de personnes, de dermato, qui répondent c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Évidemment, ça ne fait pas foi, mais ça les aide. Et tout ça, c'est plein d'outils qui nous manquent encore dans la santé, l'e-santé, enfin dans l'industrie, et sur lequel on se penche, sur lequel Doctolib pourrait potentiellement se développer. Donc, ça, ce sont les choses qui existent actuellement. AppyCrypt, c'est une messagerie cryptée, donc pour recevoir les comptes rendus. Quand on est généraliste aujourd'hui, quand on envoie un patient chez un spécialiste, si le patient n'a pas la courtoisie ou n'a pas le besoin d'envoyer le compte rendu au généraliste, jamais il aura de nouvelles. La AppyCrypt, c'est la possibilité d'envoyer le compte rendu directement au médecin. Et ensuite, un LinkedIn médical. C'est les débuts, bien sûr. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est Doctolib Network. Donc ça, Jessie vous en parlera peut-être un peu plus tard en conclusion. Mais donc c'est un réseau d'adressage entre médecins qu'on a mis en place pour pouvoir adresser directement des patients entre praticiens. Demain, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est typiquement la capacité de répondre à des médecins après cet adressage avec un compte-rendu en ligne et de pouvoir faire un suivi d'un patient. Donc c'est le début du dossier partagé. Donc, quatrième et dernier axe sur lequel on réfléchit, qui est donc plus proche de ce qu'on pense être la e-santé d'une manière assez générale, c'est justement la gestion de la santé du patient, comment lui va s'informer sur son cas et comment il va pouvoir être lui aussi gagner en temps et en efficacité. Aujourd'hui, quand on a besoin d'aller voir un médecin, on sait peu vers qui se tourner et ça peut vite devenir complexe dès qu'on sort du cas très classique d'aller voir les généralistes. Et donc, voilà, on a des statistiques, 7 Français sur 10 vont consulter des sites de santé et se renseigner eux-mêmes sur leur santé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette information-là, elle est relativement d'une qualité relative. Et donc, l'information n'est pas sûre et limite peut devenir quelque chose d'assez dangereux. Et donc on est sur cet enjeu d'avoir une information de qualité pour tous les gens. Et donc ça passe par
l'avis sur les médecins. Donc une fois qu'on sait qu'on doit aller voir un spécialiste, qui on va aller voir, quel va être le bon spécialiste, quelles vont être les questions à poser pour aller voir ce spécialiste-là, toujours pareil sur cette gestion de sa santé d'une manière générale au quotidien, sur avoir un suivi. Aujourd'hui, on n'a plus de carnet de santé. Comment on peut retrouver tout son historique et assurer un suivi, son propre suivi. Derrière ça, c'est très smart aussi de la part de Jesse. Il faut savoir que, évidemment, c'est de l'information de qualité pour le patient, mais après, c'est une qualification patient qui est incroyable pour les médecins. Parce que une des remarques qu'ont les médecins, que ce soit par téléphone ou par rendez-vous en ligne, c'est que les patients qui viennent ne sont pas forcément qualifiés. Donc, ça nous arrive tous les mois quand on a des personnes de 65 ans qui vont chez le pédiatre, par exemple. Ça arrive tout le temps. Comment on fait pour aiguiller et donner la bonne information aux patients pour que le docteur ait un patient de qualité avec des pathologies qui correspondent à sa spécialité? C'est ultra important et ultra crucial. Aujourd'hui, très simple, Doctolib, c'est un annuaire avec beaucoup d'informations qui sont remplies par les médecins. Donc là, il y a des informations qui n'existaient pas avant. Vous allez pouvoir savoir c'est quoi son secteur de conventionnement, ses motifs de consultation pratiqués, son lieu de consultation, pourquoi pas aussi ses diplômes, ses associations, etc. Demain, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement, justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, un site internet qui va aiguiller parfaitement le patient dans son parcours de santé. Donc ça peut être de l'intelligence artificielle, mais ça peut être aussi une prise par un chatbot. Donc voilà, donc on vous a présenté ces 4 axes. C'est là-dessus que nous, on base toute notre réflexion en tant que notre réflexion produit. Et c'est aussi ça, sur ces axes-là qu'on va faire donc, de manière très opérationnelle après les choix sur les différents services sur lesquels on veut s'orienter. Donc la conclusion de cette présentation, c'est de dire que voilà, on sait qu'on regarde ce qui se passe, de déterminer vraiment ces axes qui sont stratégiques, non pas directement pour notre boîte aujourd'hui, mais qui sont dans notre milieu, et donc bien connaître le milieu dans lequel évoluent nos clients, de connaître, passer du temps avec eux. C'est assez régulièrement que Stan ou tous les PO, moi, on va sur le terrain passer une journée avec dans un hôpital pour voir comment ça se passe dans les hôpitaux, passer une journée avec des secrétaires très très concrètement pour se rendre compte de leur métier, de toutes leurs problématiques qui sont leur quotidien, pour se donner du recul, savoir quelles vont être les évolutions possibles du produit, en dehors des retours clients qui sont très très nombreux. Hein. Si on a 20 000 clients aujourd'hui, on a un support client et beaucoup de commerciaux qui nous font. On a la chance d'avoir des retours très très concrets de tous nos clients. Et donc on pourrait se contenter juste de ces retours d'amélioration. Mais si on veut avoir une vision un peu plus stratégique et savoir quelle va être l'évolution, il faut qu'on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et donc cette veille concurrentielle assez générale sur le monde de la santé, qui nous oblige donc à se cultiver et voilà. C'est l'enseignement qu'on en tire, c'est ce qu'on dit à tous les nouveaux qui rejoignent Doctolib tous les mois. On est un peu plus de 300, donc tous les mois on a 10 personnes qui arrivent, et donc on fait une Doctolib Academy, c'est-à-dire que tout le monde suit une formation pendant 15 jours sur le monde de la santé, sur la façon dont marche notre produit, notre service, nos valeurs. Et donc la première introduction, c'est de se cultiver et de connaître par cœur le métier de nos professionnels, de s'assurer de la satisfaction de nos clients, et au final de l'usage, qui est primordial, de l'usage des fonctionnalités qu'on fait. Être sûr à 100% qu'à chaque fois qu'on sort une nouvelle fonctionnalité, elle va être utilisée, parce qu'elle rentre dans un axe qui est un axe très concret d'amélioration et directement lié à leur activité. Voilà, si vous avez des questions. Merci pour votre attention. Merci à vous. Il y a une question qui brûle les lèvres de l'assistance, parce qu'elle est revenue en premier.
ça dénote une petite frustration, je pense, mais vous allez peut-être pouvoir la combler. C'est qu'est-ce qui distingue Doctolib dans sa manière de faire du produit? Là, on a vu que vous aviez un sens de l'alignement, une certaine forme de détermination, et puis vous êtes capable de résoudre un problème voilà, qui est fondamental. Mais ce que l'assistance se demande, c'est finalement comment vous êtes capable, d'une façon très opérationnelle, de vous organiser, que ce soit côté technique, côté produit ou côté design, pour être capable de délivrer ces axes de développement. Feature team, squad team. Ouais, ouais. Alors oui, aujourd'hui on est organisé en feature team. Donc très concrètement, dans l'équipe aujourd'hui, on est une très petite équipe hein, sur la partie tech et produit par rapport à la taille de la boîte et par rapport au marché qu'on a et à l'évolution qu'on a faite. On est un peu plus d'une dizaine de développeurs qui sont dans 3-4 équipes différentes, avec chacun un product owner, une équipe design qui est répartie sur chacune de ces équipes-là. Et on a une organisation où on a une équipe produit qui va être séparée sur différents axes. L'axe plus docteur, donc la partie agenda, les features pour les médecins, et un autre axe qui est orienté patient. Ça, c'est une organisation qui est très changeante. Hein. Ça se change tous les 3-6 mois. On garde une certaine agilité parce que avec une équipe aussi peu nombreuse et un besoin avec des fonctionnalités qui sont très nombreuses, hein. On est vraiment sur des centaines de fonctionnalités qu'on pourrait attaquer et travailler demain. On est obligé de faire des choix très très drastiques et donc c'est assez fréquent qu'une équipe travaille sur un sujet, que l'équipe patiente travaille sur un sujet qui est plus docteur parce qu'on est sur une priorisation qui est très très dure. Donc en fait on a une priorisation au trimestre, on va pas plus loin, on va pas chercher plus loin que ce qu'on va faire sur les 3 prochains mois. Et on priorise les projets les plus stratégiques. Donc on se donne un temps sur le temps de cadrage de ces projets-là, qui en découle une fois qu'ils sont cadrés, on enchaîne sur leur développement, mais on n'a pas par avance l'estimation du temps de développement. On commence vraiment par faire un temps de cadrage qui est vraiment distinct. Et après, il y a bien sûr un peu, on va dire, le tout venant. Donc on a pour chacune des équipes l'attribution de sujets qui sont un peu récurrents, voilà, qui sont du fil rouge, quoi. Par exemple, les sujets SEO, les sujets de communication sur les emails, c'est des sujets qu'on aura toujours. On n'a pas des projets stratégiques là-dessus, mais par contre, il faut que il y a toujours des évolutions sur ce sujet, et donc on a des équipes dédiées sur chacun de ces sujets-là. Et juste en termes pratiques et de manière pragmatique, on travaille avec les méthodes agiles traditionnelles qu'on respecte à la lettre. C'est bien, vraiment c'est très bien. Moi je suis impressionné de comment Jessie et Yvan ont au début porté le projet et ensuite organisé toute la tech. Parce que c'est ultra en fait, c'est vrai qu'on est peu, mais c'est ultra, ça marche hyper bien. On sort beaucoup de fonctionnalités malgré la complexité du logiciel qui grandit de jour en jour. On arrive à délivrer beaucoup de fonctionnalités qui apportent énormément de valeur tous les jours aux patients et aux docteurs. Et en fait, on n'est pas en retard en gros. Alors oui, on est en retard, on pourrait aller plus vite dans les fonctionnalités, mais il n'y a pas quelque chose qui nous manque, qui fait qu'on ne peut pas se développer. C'est toujours quelque chose qui va faire qu'on va pouvoir améliorer la gestion dans un hôpital, les choses comme ça. Donc c'est vraiment top comme organisation. Et on peut en parler par la suite si vous le voulez, parce que j'ai jamais vécu ça. Donc bravo à vous. Et voilà. On peut en parler maintenant aussi. Ouais, bah, très bien. Mais il y a d'autres questions sur le monitoring des fonctionnalités. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de 300 fonctionnalités sur la partie calendrier, je crois. Ouais. Vous mettez des fonctionnalités en prod. Ouais. Est-ce que vous en killez régulièrement? Et comment vous monitorez leur usage? Ouais, alors donc tous les jours, le but c'est évidemment de mettre, enfin évidemment, j'en sais rien pour comment vous travaillez, mais nous tous les jours on met en production toutes les nouvelles fonctionnalités, tous les bugs qu'on a pu résoudre dans la journée. Il n'y en a pas tant que ça, mais en tout cas tous les jours il y a quelque chose qui est mis en production. Donc évidemment il y a une vigilance particulière en fin de journée de tous les PO pour avoir fait une recette parfaite de l'outil, parce que le lendemain, il faut savoir que nous si on a une panne, c'est des milliers d'appels chez Doctolib et c'est une insatisfaction énorme. Hein. Le médecin, il n'a que ça. S'il n'a pas son calendrier, il ne peut pas travailler. Donc c'est juste donc essentiel pour nous derrière de faire très attention. Sur les fonctionnalités,
eh bien, on tient un backlog très précis de tout ce qu'on veut faire. Derrière ça, moi, enfin toutes les équipes de product managers, on suit en fait des demandes de nouvelles fonctionnalités qu'on essaie de hiérarchiser, de prioriser. On répond régulièrement aux business développeurs, aux marketeurs en disant voilà, ça on va pas le faire parce que c'est pas dans la logique et c'est pas dans la vision du produit. On tient un backlog précis hein, pour être très clair. Pour l'instant, notre backlog il est sur Excel ou dans Jira. On repriorise en fonction des priorités stratégiques qu'a établi Stanislas, Jesse et Yvan. Et ensuite, on attaque les fonctionnalités qu'on va mettre en production. Et après, ce que tu disais sur le suivi, on a aussi des business analysts, Charlotte qui est ici, qui suit justement, fait à chaque fois qu'on soit une nouvelle fonctionnalité, trouve un moyen d'avoir un KPI sur cette fonctionnalité et si jamais on n'a pas d'outil de le faire, ça fait partie du développement de la fonctionnalité, de savoir comment on va pouvoir la mesurer et la suivre. Alors ça se fait pas, c'est pas du systématique, c'est pas 100%, mais au maximum on essaie de pouvoir juger de l'efficacité et de l'usage. Comme je disais, hein, c'est vraiment important pour nous de savoir si on a un usage. Pour vous donner un exemple, on a aussi toute une équipe qui s'appelle le Customer Success, des account managers qui vérifient que sur les 20 000 clients qu'on a aujourd'hui, tout le monde utilise bien l'agenda, l'utilise comme il faut. Et donc on est aussi sur un niveau d'usage dans le temps. C'est pas juste est-ce que les 5 premiers on va sortir une fonctionnalité et on va vérifier que ça marche le premier jour. Il faut que d'ailleurs on en soit sûr. Et donc on a des rapports sur l'usage de chacun des médecins, des 20 000. Après il y a les secrétaires et tout le monde, donc on est plus sur 40 000, les 40 000 utilisateurs, de savoir qui utilise telle ou telle fonctionnalité. Et on a même des alertes qui nous disent, dès qu'on a certains utilisateurs qui ne commencent à plus utiliser l'agenda comme il faut, pour que cette équipe de Customer Success reforme les médecins, les reprévienne ou voilà, à comprendre pourquoi les usages changent ou s'arrêtent sur certaines fonctionnalités. J'ai une question un peu directe. Vous êtes 3 cofondateurs chez Doctolib, c'est ça? Oui. Ouais. Stan, visiblement, a un charisme et une vision assez important. La question, c'est pour Florian et pour tous les gens qui... Alors, tu as dit product owner, product manager. Ouais. Comment tu fais pour défendre ton point de vue? Ou alors les problèmes que tu as identifiés quand tu as 3 cofondateurs en face de toi, dont un qui a une idée très précise de où il veut emmener Doctolib? Ouais. C'est pas évident tous les jours. Stan, il est impressionnant. Après, il est ultra sympa, il est hyper accessible, mais c'est vrai qu'il est impressionnant dans sa capacité à connaître tout et à synthétiser en fait toutes les attentes. Donc au final, parfois, on arrive avec les PO avec des bonnes idées, des bonnes priorités, etc. Et lui, très facilement, va les démonter de manière ultra structurée. C'est pas du tout le nerveux qui va nous dire non, c'est pas ça qu'on va faire ça. C'est quelqu'un d'ultra structuré. Donc en fait, moi, j'apprends beaucoup auprès de lui. Et donc c'est top. Après, il a une grande confiance en Jesse et Yvan qui travaillent main dans la main avec nous. Donc finalement, on est ultra alignés parce qu'on sait exactement où il veut aller et on a très peu de friction. Mais c'est pas évident tous les jours. En fait, ça a un peu évolué cette partie-là parce qu'effectivement, au début, c'était vraiment très, on va dire, top-down. C'était vraiment. Très militaire, apparemment. Il y a un côté assez militaire et hiérarchique. Ouais, c'était évident, mais ça venait d'un constat que Stan faisait, en tant que responsable de la partie commerciale, faisait beaucoup de terrain, était sur le terrain, là où nous, on restait un peu dans nos bureaux au 3e étage, et on avait des retours et nos idées, on avait des idées, mais on n'avait pas un contact direct. Et donc, c'est très dur de réussir à faire cette synthèse-là. Et donc pendant longtemps, cette synthèse, elle arrivait effectivement de Stan ou de la partie commerciale, parce que sur le terrain, on se rend beaucoup plus vite compte de qu'est-ce qui bloque, quoi. Là, avec l'équipe de PO qui nous a rejoint, qui prend ce temps pour aller sur le terrain, du coup, on se rend compte que les avis convergent aussi beaucoup plus vite et sont plus alignés. Et donc, on arrive à refaire à se réaligner. Après, on n'a pas trop de problématiques. C'est qu'un enjeu de priorisation, parce que les idées, elles sont assez. On a la chance d'avoir plein d'idées qui sont assez évidentes à faire. La seule question, c'est comment on va les faire. Et c'est là-dessus où on a des vrais débats sur la façon de faire, parce qu'on va essayer de garder le produit le plus simple possible. Et donc, n'importe quelle fonctionnalité qu'on veut faire,
On peut la résumer en 2 phrases, mais derrière, ça a des impacts aujourd'hui qui sont énormes sur l'ensemble des usages qu'on peut avoir. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver toujours la version la plus simple. Et c'est là-dessus où on itère beaucoup. Et on essaie de se mettre d'accord sur c'est trop compliqué, les praticiens ne vont pas comprendre, la secrétaire, si c'est pas écrit, si c'est pas plus clair que ça, une secrétaire elle comprendra pas. Parce qu'elles sont, je dis ça dans le sens où on a des secrétaires qui ont 60 ans, qui ne savent pas scroller avec une souris. Donc il faut qu'on ait un produit qui soit hyper facile à appréhender, sachant il ressemble plus à un SAP que dans la façon de le configurer parce que l'interface, les règles, comme je disais, les règles métiers derrière, pour réussir à enlever tout ce qu'il y avait dans la tête de la secrétaire, c'est très complexe. Tu disais tout à l'heure, vous êtes 300, c'est ça, chez Doctolib? 320, 340. C'est quoi la répartition? J'ai peut-être mal entendu tout à l'heure, tu disais 10 devs. Voilà, on est un peu plus de 10. Donc l'équipe technique en tout, c'est une 40aine de personnes, mais on a deux gros axes. On a une équipe qui est plus basée sur la relation avec les éditeurs, sur l'interfaçage. Donc aujourd'hui, quand on rentre dans les établissements de santé, mais même avec les cabinets simples, on est interfacé avec les logiciels. Pourquoi on fait ça? Si on prend par exemple le cas d'un ophtalmo, un ophtalmo il fait des consultations de 5 minutes, il en fait 20 dans la journée, et il enchaîne, il n'a pas de pause, et il a une secrétaire qui va tout gérer. Lui, il est dans son cabinet, il n'en sort pas, et il enchaîne. S'il a 2 outils avec l'agenda pour devoir retrouver quel est le patient, regarder dans Doctolib, et retourner sur son logiciel, refaire une recherche pour retrouver le patient, pour commencer à faire l'ordonnance, il va perdre du temps et il va dire non, c'est bon, je veux pas de Doctolib, je reste comme je suis très bien, je n'avais pas besoin de Doctolib. Et il n'utilise pas Doctolib, et donc du coup l'usage perd complètement. Donc on est obligé de travailler avec les éditeurs pour pouvoir synchroniser tout synchroniser. Ouais. Ça, c'est une relation avec les éditeurs, c'est très compliqué. Et ça fait une dizaine de chefs de projet, on va dire. Sur la partie de produit, on a 4-5 personnes. Sur la partie infra, c'est aussi 4-5 personnes. Là, on monte une équipe sur la partie sécurité parce que c'est un sujet primordial pour nous. Et dans le reste des 300 personnes, le reste, sur les 40, on a une grosse partie sur le Customer Success. Donc c'est d'un côté l'expérience, c'est le support niveau 1 pour les praticiens et pour les patients. On répond en moins de 10 secondes à tous les appels de nos praticiens. Et on passe le temps qu'il faut. S'il faut passer un quart d'heure pour les reformer, on les reforme. Et en fait, dans la question, ce qui paraissait surprenant, on n'a plus beaucoup de temps, et puis il y a eu quelques questions sur le dossier médical, donc ce serait peut-être intéressant que vous en parliez. Mais ce qui paraît surprenant, c'est 320 personnes, 10 devs, et malgré tout, pas mal de fonctionnalités qui ont déjà été shippées. Moi je me dis, en voyant la présentation, il y a quand même un truc, une magic sauce là que vous n'avez pas donnée. Comment vous faites? Vous êtes visiblement plus devenue une organisation commerciale, avec une force de frappe commerciale assez forte, commerciale, que ce soit Customer Success ou des commerciaux qui vont signer des nouveaux hôpitaux ou autres. Mais 10 devs, ça me paraît juste peu, en fait. Oui, ça paraît très peu, parce que déjà, c'est pas une volonté de rester à 10, hein, on préférait plutôt être 20, donc il faut qu'on en trouve 10. Mais trouver les 10 avec qui on a envie de travailler, c'est très dur. Et donc, on prend le temps de les chercher. On préfère rester à 10 que de passer à 20 demain et atteindre cet objectif-là, mais pas réussir à travailler à 20. Et voilà, on est une équipe, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et nous, on apprend à monter cette équipe, à travailler ensemble avec la complexité que ça apporte derrière. Et donc, quand on fait des recrutements dans cette équipe-là, on le fait vraiment avec parcimonie, jusqu'à être sûr que on attend d'être vraiment débordé par l'événement pour savoir où est-ce qu'on a un besoin, qu'est-ce qui est le plus important et où est-ce qu'on va combler ce besoin, plutôt que d'anticiper avec 20 personnes tout de suite et on ne sait pas qui fait quoi. Et voilà, on a même sur la partie hiérarchique de faire arriver sur du management, etc. C'est des choses qui sont très complexes à gérer. Donc on préfère être sûr que les 10 devs qu'on a aujourd'hui sont au top de la productivité, de la performance et du mindset, avant d'en embaucher encore d'autres. Alors, il reste vraiment 2 minutes. Et il y a 2 questions intéressantes, je trouve. Une première qui pourrait être assez vaste, sur le dossier partagé. Je lis la question. Dossier partagé est un vieux sujet avec la carte vitale. Comment
complémentaire plutôt que concurrent, et quid de la CNIL? Alors, je ne sais pas si, sachant qu'il y a une deuxième question qui est comment vous gérez les rendez-vous en urgence. Si vous êtes capable en 2 minutes de répondre à ces 2 points ou donner quelques Les rendez-vous en pistes. urgence, je le prends. On a une petite fonctionnalité très simple, enfin c'est pas très simple, mais en tout cas une fonctionnalité qui paraît simple, c'est qu'on crée des créneaux d'urgence qui sont paramétrables par les médecins. Donc ils peuvent paramétrer très simplement donc ça va être les délais maximum de prise de rendez-vous. Ils disent ils sont ouverts 2 heures à l'avance. Et donc du coup, une urgence, vous allez sur Doctolib et vous allez avoir des créneaux qui sont ouverts juste 2 heures à l'avance et qui sont des créneaux uniquement dédiés à l'urgence. Donc ça, on adresse hyper bien ce point et c'est vraiment, je pense que c'est top pour les médecins. Alors l'autre question, c'était sur le dossier partagé. Je ne suis pas un spécialiste du milieu. Oui, le dossier partagé, c'est un vrai sujet très complexe, effectivement. Notre position là-dessus, aujourd'hui, nous, on ne fait pas le dossier partagé, hein, c'est pas notre créneau. On a bien sûr les rendez-vous qui ont été pris, etc., mais on n'a pas d'informations médicales à ce sujet-là. Est-ce qu'on le fera un jour, est-ce qu'on ne le fera pas? On pense que non, parce que effectivement, il y a une logique plus globale à avoir. Après, aujourd'hui, on commence à avoir, voilà, on a des millions d'utilisateurs, tout le monde passe par Doctolib, et donc on peut potentiellement partir dessus, quoi. Mais c'est sur les axes qu'on a vus, c'est un des axes les plus compliqués par rapport à la CNIL, etc., évidemment, et par rapport aussi aux acteurs existants. C'est un sujet qu'on préfère pour l'instant ne pas adresser. Alors on va passer à table. Juste, il y a quand même une autre question qui est remontée assez haut dans le board. Pourquoi vous avez des vestes sur vos t-shirts? Toujours des vestes sur vos t-shirts? C'est vrai que c'est la mode chez Doctolib, ça. Okay. Chaque fois qu'il y a des présentations de Stan, ça vient peut-être de ça. Tous les lundis matins, il faut savoir qu'il y a un rendez-vous avec toute la boîte à 8h30. Donc c'est un peu rude le lundi matin, mais c'est très intéressant. Il présente tous les résultats, donc c'est très timé. Et il est toujours en veste et t-shirt Doctolib. Donc c'est un peu le credo que maintenant chez Doctolib on a pris. C'est votre uniforme. Voilà, c'est notre uniforme. Ok, merci à vous. Pour les Merci applaudir. à tous. Merci.